La drépanocytose est une maladie du sang. Elle est donc une hémoglobinopathie génétique autosomique récessive, caractérisée par une anomalie structurelle de l'hémoglobine. Cette hémoglobine est appelée hémoglobine S. Elle entraîne une rigidification et une déformation des globules rouges en forme de fossiles. Cette déformation entraîne des complications vaso-occlusives et hémolytiques. La transmission de la drépanocytose se fait de parents à l'enfant. La drépanocytose est plus fréquente dans les zones d'Afrique, d'Asie du Sud, d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Elle est causée par la mutation du chromosome 11 hérité de l'un des deux parents. La drépanocytose se décline sous forme de drépanocytose homozygote, hétérozygote composite et très drépanocytaire. Ces trois différentes formes témoignent de la sévérité de la drépanocytose. Concernant la physiopathologie, il s'agit essentiellement d'une modification de la chaîne bêta de l'hémoglobine par un phénomène de mutation. Cette hémoglobine malade est appelée hémoglobine S, dérivant du mot anglais sickle, signifiant fossile. Ainsi donc, au niveau du 6e codon du chromosome 11, il y a un remplacement de l'acide glutamique par la valine. Cette chaîne d'hémoglobine bêta du globule rouge, sous l'effet de la polymérisation, va donner l'hémoglobine falciforme. Concernant les manifestations cliniques, nous avons les manifestations aiguës et chroniques. Au niveau des manifestations aiguës, nous avons la crise vaso-occlusive, le syndrome thoracique aigu, les AVC et les infections. Pour les professionnels de santé, il faudra noter que la crise vaso-occlusive est différente du syndrome thoracique aigu. Le tableau comparatif est disponible à la fin de la vidéo. L'AVC est une complication grave de la drépanocytose, touchant essentiellement les enfants et les jeunes adultes. D'où l'importance de sensibiliser les parents afin qu'ils puissent identifier les symptômes et se diriger vers les centres spécialisés pour une meilleure prise en charge dans l'urgence. Concernant la crise vaso-occlusive, elle est la plus fréquente. Elle est déclenchée par le froid, l'hypoxie, le stress, mais parfois n'a pas de cause évidente. Cette dernière se traduit par une ischémie aiguë, voire un infarctus tissulaire, typiquement de l'os, du poumon ou de la rate. Ainsi donc, nous avons des crises vaso-occlusives de type ostéo-articulaire, abdominale, pulmonaire ou neurologique. Concernant les manifestations chroniques, nous avons la cardiopathie drépanocytaire. Afin de pallier aux besoins d'oxygène, il y a une augmentation du débit cardiaque. L'atteinte cardiaque des patients drépanocytaires se traduit principalement par une hypertrophie et une dilatation ventriculaire gauche qui aboutit des suites à une insuffisance cardiaque. Les dégâts tissulaires et la nécrose osseuse sont aussi probablement des facteurs aggravant le risque de colonisation bactérienne. Les infections sont les principales causes de mortalité avant l'âge de 5 ans. En effet, la splénie fonctionnelle s'installe dès les premiers mois de vie, diminue fortement la capacité du système immunitaire à lutter contre les bactéries circulantes et certains parasites et expose à la survenue de pneumococci, mais aussi d'infections à Haemophilus, salmonelle et méningocoque. Comment diagnostiquer la drépanocytose? Nous pouvons nous servir d'orientation clinique ou de diagnostic biologique. Concernant l'orientation clinique, nous avons les antécédents familiaux, les crises douloureuses récurrentes, anémie hémolytique et chronique. Concernant le diagnostic biologique, nous pouvons nous servir d'analyses comme la numération formule sanguine, le frottis sanguin, le test des MEL et l'électrophorèse de l'hémoglobine. Le traitement de la crise vaso-occlusive passe par la réhydratation, la prise d'analgésiques, l'oxygénothérapie ou la transfusion sanguine si anémie sévère. Le traitement de fond de la drépanocytose passe par la prise d'hydroxyurée. Cette hydroxyurée augmente la production d'hémoglobine fœtale, occasionnant par la suite une réduction de la fréquence des crises. On peut aussi citer la transplantation de moelle osseuse, seul traitement curatif indiqué pour les formes sévères. Pour finir, nous recommandons de faire un dépistage néonatal dans les populations à risque, faire un diagnostic prénatal pour les couples à risque et de sensibiliser à l'hydratation, à l'évitement des situations déclenchantes telles que le froid, le stress ou les infections. Et la vaccination est de mise afin d'éviter les infections chez les enfants et les jeunes adultes. Prenez soin de votre santé, c'est votre bien le plus précieux. Merci d'avoir suivi Culture et Santé. À la prochaine.